Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis Théo Aberbuch, le directeur des rédactions de Newstank et de Campus Matin, qui est le site ouvert de Newstank. Nous allons vivre ensemble un nouveau webinaire autour du thème des outils numériques qui peuvent permettre de rattraper les retards, d'encourager les élèves à aller plus loin, de développer leur autonomie. C'est autour de ces enjeux que nous vous réunissons aujourd'hui avec notre partenaire Nomade Éducation. Il faut dire que la tendance à individualiser les parcours était forte ces dernières années. C'était d'ailleurs une partie de la loi ORE et de la mise en place de Parcoursup. Dans le monde des écoles qui sélectionnent, qui pratiquent des concours, le contrat était déjà celui d'un suivi et d'une expérience différenciée, personnalisée. Et puis, dans ce contexte, évidemment, est arrivée la crise sanitaire avec des besoins nouveaux, des publics qui n'ont pas été au lycée pendant quelques mois, des bacheliers qui avaient besoin d'aide. Et c'est autour de toutes ces questions-là que nous allons évoquer un terme devenu un peu plus populaire, mais qu'on va essayer d'expliquer, qui est celui de l'adaptive learning, qui a émergé ces dernières années et dont on va découvrir un peu les facettes et l'actualité. Pour cela, j'ai trois invités avec moi et dont vous allez faire la connaissance, à commencer par Stéphane Potel. Stéphane, bonjour. Vous êtes Bonjour. directeur de cabinet à Télécom Paris et puis avant ça à l'ESSEC, à CY, Cergy Paris Université de son nouveau nom et puis encore avant INRIA. Donc vous baignez dans le numérique, Stéphane. Vous allez nous en parler. Merci d'être avec nous. Corinne Osmani-Kolanski. Bonjour Corinne. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheuse dans la discipline en physique, mais vous êtes aussi responsable du Centre d'innovation pédagogique de l'Université du Littoral Côte d'Opale, c'est Dunkerque. Hein. Oui, Dunkerque, Calais, Boulogne, Saint-Omer. Voilà, ce quoi-là. Et vous êtes aussi membre de l'association Promoscience. Merci d'être avec nous, Corinne. Merci. Caroline Métro, vous êtes la partenaire, la grand témoin de ce webinaire. Vous êtes directrice associée, cofondatrice de Nomade Éducation. Bonjour Caroline. Merci d'être avec nous. Ravi d'être avec vous. Voilà, merci à vous tous, nos participants. Vous étiez en amont de ce webinaire, près de 250 à vous être inscrits. N'hésitez pas, alors vous êtes nombreux, mais ça vous échauffera aussi à nous faire un coucou dans le chat, à nous dire qui vous êtes, ce que vous faites dans votre établissement. Ce chat qui vous permet déjà donc de nous dire bonjour, mais qui va aussi nous permettre de prendre vos questions. N'hésitez pas à voter en levant le pouce, en donnant un petit clic aux questions qui vous semblent les plus importantes. Ça va beaucoup m'aider, moi, à trier ensuite celles que je vais poser. Voilà, ça fait plaisir de vous voir et merci d'être avec nous, que vous soyez des habitués de nos webinaires ou des nouveaux. On est absolument ravis. Alors, je demande à mes trois intervenants une petite intervention liminaire, rapide, pour nous aider un petit peu à y voir clair sur ce dont on va parler, c'est-à-dire finalement notre champ de discussion. Qu'est-ce que cet adaptive learning, cet apprentissage personnalisé dont on entend tellement parler? Stéphane, je vous ai vu faire un petit haussement de sourcil, alors du coup, j'en déduis que c'est vous qui nous… Mais il faut bien commencer, donc commençons. Donc bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est une vieille promesse en fait, l'adaptive learning, et puis ça semble que quelque chose de tellement évident aujourd'hui dans un monde où la personnalisation, entre guillemets, dans les usages qu'on a au quotidien du numérique sont omniprésents. Je veux dire, il n'y a pas une application qui ne repose pas sur ce concept-là. Je pense que Caroline Métro nous en parlera pour le cas de Nomade, mais notre vie numérique, d'un point de vue personnel, pas forcément au niveau des apprentissages, mais personnel, elle est constamment customisée. Donc, l'adaptive learning, c'est la promesse déjà un petit peu ancienne qu'on allait pouvoir utiliser des solutions numériques pour s'adapter au rythme de l'apprenant et s'adapter au contexte en fait de l'apprenant, savoir où il en est, des prérequis pour suivre une formation, comment on peut l'aider pendant la formation et qu'est-ce qu'on peut customiser pour pouvoir l'aider en fait dans sa progression, son apprentissage. Donc il y a beaucoup de solutions qui ont coexisté en fait pendant toutes ces années, mais l'adaptive learning, je dirais que ça c'est resté un petit peu below the radar. Désolé pour employer cette expression, mais c'est resté un petit peu sous le radar parce que en fait, il n'y avait pas eu un momentum très particulier qui vient de nous arriver. La crise sanitaire et le confinement, où on s'est dit que là, de toute façon, c'était plus forcément quelque chose qu'il fallait
un territoire ou des options qu'il fallait explorer. Enfin, on n'était plus sur des pistes exploratoires. Il fallait réellement s'occuper de ce sujet-là. Bon, je pense que c'est pas la peine de revenir sur tout ce qui s'est passé avec le besoin, comment dire, de digitalisation express, des formations, passage en distanciel, des cours, etc. Mais on a bien vu que là, il y avait une différence en fait. Bon, il y a tout un tas, comment dire, de paramètres qui vont rentrer en jeu, l'accessibilité au numérique, la possibilité pour les personnes d'être plus ou moins à l'aise en fait avec l'enseignement à distance, mais on voit bien que la possibilité pour la personne qui est concernée à la fin du cycle, c'est-à-dire moi, par exemple, si je suis apprenant, c'est qu'est-ce qu'une organisation ou une solution numérique va pouvoir faire pour que je puisse rattraper un cours, anticiper le prochain, et comment je vais pouvoir en fait avoir une sorte de vie en catch-up, c'est-à-dire en rattrapage sur mes apprentissages. Donc l'adaptive learning, je pense que ça fait presque 10 ans qu'on en parle. Enfin, ça existait avant. C'est aussi beaucoup plus ancré dans la pédagogie anglo-saxonne. Mais là, aujourd'hui, bizarrement, ça devient évidemment, mettre en relation avec ce momentum quelque chose de complètement. Il faut le faire. Voilà. Donc, peut-être qu'on verra après comment le faire, mais bon, voilà. On va très vite y venir. On va laisser vos co-intervenants compléter peut-être. Corinne Kolinski, je vous laisse peut-être nous donner votre perspective sur le sujet. Oui, alors moi, ma perspective, elle va être du point de vue de le fait que je suis un enseignant-chercheur en physique. Hein. Pour moi, l'adaptive learning, c'est quelque chose que j'utilise depuis une dizaine d'années, mais c'est encore une méthode assez artisanale par rapport à ce qu'on pourrait lire sur le sujet des algorithmes, l'intelligence artificielle. Moi, depuis une dizaine d'années, ce que je fais, j'utilise des outils numériques pour collecter des informations sur mes étudiants via des tests de positionnement, des plateformes d'exercitation. Et après, je dispose pas d'autres algorithmes que mon cerveau pour faire des propositions pédagogiques adaptées à chacun de mes étudiants. Alors là, je parlais d'un point de vue vraiment personnel en tant qu'enseignante de physique dans le supérieur. Et comme vous l'avez présenté, je suis aussi chargée, je dirige un centre d'innovation pédagogique. Je vois que les usages de mes collègues dans l'université sont à peu près sont les mêmes pour l'instant. Dans l'université où on est, on est beaucoup en train de récolter des traces autour des tests, des exercications et de proposer, prendre des décisions pédagogiques encore avec notre cerveau. Merci Corinne, on revient très vite sur le comment et évidemment les exemples concrets. Caroline Métro, ça va être très intéressant d'avoir ce point de vue complémentaire. Vous n'êtes pas dans l'établissement, vous êtes à côté avec Nomad et vos applications. Donc forcément, j'adapte un peu la question au-delà de qu'est-ce que l'adaptive learning, qu'est-ce que l'adaptive learning chez vous? Alors, l'adaptive learning, pour commencer, je rebondirai sur ce qu'a dit Corinne, c'est que nous, on met vraiment les professeurs et l'humain au cœur au départ. Donc, on n'est pas sur une IA ou un machine learning qui se fait que par l'automatisation. Voilà, tout part des profs, des besoins et des élèves. C'est très important de le souligner. Nous, aujourd'hui, l'idée, elle est très simple. On se pose la question du résultat. Donc, c'est d'engager davantage. Pour engager, il faut donner l'envie d'apprendre, le plaisir. Il faut laisser personne sur le bord de la route. Donc, il y a le sujet de l'inclusion, c'est-à-dire comment on fait que quel que soit le niveau d'un élève, quelles que soient les difficultés qu'il peut avoir ou le lieu où il se trouve, il y a aussi ce sujet-là, voilà, les difficultés personnelles, il va pouvoir suivre un parcours qui va le motiver, où il va progresser et ne jamais décrocher. Nous, aujourd'hui, on l'aborde de manière très simple. On s'interroge, comme vous le disiez tout à l'heure, sur le niveau de l'élève à l'instant T de sa scolarité. Voilà, à travers des quiz, voilà, qui vont porter sur le programme. Et en fonction de ces résultats, mais aussi des résultats de ses pairs, c'est-à-dire que si on a une question qui est passée par 25 000 bac S sur les fonctions, voilà, qu'on obtient des résultats sur cette question, on va catégoriser cette question en termes de difficulté, sans arbitrage là du professeur. C'est les résultats qui vont nous donner, les résultats des élèves qui vont nous faire dire elle est facile, difficile, très difficile. On va positionner aussi l'élève par rapport à cette cohorte et en fonction de ces deux résultats croisés, on va pouvoir proposer un parcours d'apprentissage dans lequel l'élève va toujours être en confiance, avoir le sentiment de progresser, être réassuré, voilà, et prendre du plaisir à s'engager davantage dans sa scolarité.
Et ceci sur tous les niveaux. Là, vous parliez de bachelier, mais ce qui est intéressant aussi, et là, on va essayer d'ailleurs de ne pas totalement se limiter à la question des devs de licence générale, mais il y a toute une série de publics qui sont Ouais. concernés là-dessus. Hein. Voilà, moi je cite toujours l'exemple, voilà, je viens de la campagne avec des parents qui avaient le certificat d'études, alors ça fait un peu vieille France, mais je parle de ce socle de compétences de départ qui leur a permis à tous les deux de réussir leur vie au sens d'être solides en maths et en français en s'étant arrêtés très tôt. Donc nous, c'est ça le concept nomade, c'est il y a une maison, elle a des bases qui doivent être solides, où qu'on aille, voilà, il y a des briques de compétences. Si on les maîtrise, quel que soit le parcours qu'on fasse, donc c'est à la fin du primaire, à la fin du troisième, à la fin du bac, et après par la suite, voilà, avant de diversifier les parcours, il faut aussi voir les différences de compétences, de manière d'apprendre des jeunes, mais les amener à avoir un socle commun qui va leur permettre d'être sereins et d'être solides, parce que c'est là qu'on réussit. Quand on maîtrise, voilà, il y a quand même des choses qui, de base, qui sont selon nous très importantes à maîtriser avant de différencier. Merci à vous trois. Alors Stéphane disait, on va peut-être pas revenir dans le détail sur la crise sanitaire. En effet, c'est pas notre objet, mais j'ai envie de vous demander, Stéphane et Corinne, et puis Caroline, je suis sûr qu'il y a pas mal de data déjà que vous avez à l'échelle de Nomade, dans cette année si particulière où en sont aujourd'hui les élèves que vous accueillez, et peut-être ce que vous leur avez proposé de spécifique dans le contexte actuel. Là aussi, n'hésitez pas dans le chat à témoigner ou à poser des questions dès le départ. Encore une fois, vos questions, c'est pas à la fin du webinaire, hein, c'est au fil de l'eau pour que ce soit le plus interactif possible. Corinne, peut-être pour changer un petit peu dans l'ordre. Oui, sur là, ce qu'a changé la crise sanitaire, c'est ça? Tu me posais des questions. Alors, ben, chez nous, à l'université, c'est clair qu'on a déjà on accueille des profils très hétérogènes en règle générale. Hein. Je vais me positionner que dans le cadre de la licence de physique-chimie dans lequel j'interviens et surtout dans les premières années. Et donc, on a toujours des profils très hétérogènes. Et cette année, ben, évidemment, on a eu des profils encore plus hétérogènes d'étudiants qui, pour une fois, n'avaient même pas suivi le même programme. Ne sont pas arrivés avec les mêmes connaissances, les mêmes lacunes. Et nous, on est quand même une science expérimentale, donc en termes de compétences aussi, on a pu se rendre compte parce comme on était une université qui n'était pas en zone rouge, on a pu accueillir nos étudiants pendant 2 mois à peu près, et on a pu se rendre compte qu'on avait aussi une hétérogénéité et des problèmes des niveaux de compétences au niveau des manipulations en travaux pratiques de physique ou de chimie qui étaient exacerbé et aussi énormément. On s'en était pas on n'avait pas anticipé ça. N'avait pas développé les habiletés orales qui n'avaient pas été développées pendant un bon moment parce que finalement, dans ces moments de confinement, ils s'exprimaient peu à l'oral. Beaucoup, on s'est rendu compte, hein, c'était caméra éteinte et beaucoup de chat. Hein, ils utilisaient beaucoup le salon textuel et ils n'avaient pas été habitués finalement à développer des habiletés autour des thèmes scientifiques. Et on s'est rendu compte, voilà, il y a un appauvrissement peut-être dans le vocabulaire scientifique qui était utilisé. Qu'est-ce que vous alors avez, alors puisqu'on est sur cette question des apprentissages personnalisés, là concrètement, dans une rentrée comme ça, qu'est-ce que vous avez pu faire pour essayer de rattraper le retard? Est-ce que vous avez utilisé des outils numériques? Oui, alors moi en particulier, j'ai été un peu au front parce que dans ma discipline, la physique, c'est moi qui suis responsable du tutorat pour les premières années et notamment, j'ai pris ce rôle notamment depuis 3 ans, depuis qu'on accueille les étudiants qui ont une réponse de type oui-si à leur demande sur Parcoursup. Donc j'avais quand même je m'étais déjà penchée sur une remédiation pour eux très précoce, hein, et j'avais anticipé que ça allait prendre cette remédiation allait sans doute bénéficier à d'autres étudiants. Et c'est vrai que l'outil numérique pour ça a été vraiment salvateur pour moi parce que j'ai pu utiliser l'outil pour toucher finalement un public plus large que ce que j'avais pensé. Alors, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que dans l'été, j'ai conçu des tests de positionnement en physique pour les étudiants qu'ils ont pu passer dès qu'ils sont arrivés chez nous le 1er septembre sur notre ENT. Et ça m'a permis, en gros, de dresser 3 profils d'étudiants. Bon, la grande majorité avec un profil moyen, hein, c'est clair. Après, des étudiants, heureusement,
bon, une bonne vingtaine quand même, hein, des étudiants avec un profil vraiment d'étudiants en très très grande difficulté, avec beaucoup de lacunes, mais dont je voyais que le fait qu'ils aient passé les tests de positionnement, la durée que ça avait pris, des étudiants qui étaient motivés et qui semblaient vouloir s'engager, hein, parce que bon, parfois on a de très mauvais résultats, mais avec des étudiants qui veulent pas s'engager, hein. Donc là, ce qu'on va dire les traces d'apprentissage m'ont permis de détecter ça, des étudiants en très grande difficulté, puis des étudiants avec des très bons profils, des étudiants qui vont bien, il y en a toujours et fort heureusement. Et pour chacun, on va dire, de ces profils, j'ai proposé des solutions différentes. Pour la grande majorité, avec les profils qui vont bien, j'ai utilisé une plateforme d'exercisation qu'on a chez nous qui s'appelle WIMS, une plateforme collaborative qui en fait va proposer, j'ai proposé des exercices de difficulté variables, et ce qui est intéressant sur Wix, c'est que chaque exercice va générer des données aléatoires, et l'étudiant va jamais tomber sur le même exercice même s'il le refait 20 fois. Donc il va tomber sur le même type d'exercice mais pas les mêmes données. Et bon, pour moi c'est intéressant parce que la plateforme fait la correction et fournit une note à l'étudiant, et l'étudiant peut aussi faire progresser sa note s'il recommence plusieurs fois le même exercice jusqu'à obtenir 10 sur 10. Donc en termes de motivation, c'est pas mal. Et puis alors pour ceux qui sont en très grande difficulté, là par contre j'ai envisagé des programmes asynchrones, des programmes, des séquences sur lesquelles il y avait à la fois des vidéos de cours qui expliquaient bien des points de cours que j'avais anticipé, sur lesquels j'avais vu qu'il y avait des difficultés. Plus aussi, ils devaient utiliser ils devaient se tester et apprendre sur notre plateforme d'exercisation. Et pour eux, et là l'outil numérique a été vraiment super pour moi, j'ai prévu des rendez-vous individuels en visioconférence, généralement le soir après leur cours, hein, parce qu'ils étaient déjà en présentiel sur site, hein, et donc des rendez-vous individuels où je leur proposais des exercices que je ciblais en fonction des traces que j'avais recueillies sur la plateforme, là où ils avaient encore des difficultés. S'ils avaient fait 20 fois le même exercice, ça signifie que c'est peut-être pas vraiment consolidé. Et donc là, j'ai fait vraiment du cas par cas, hein, de l'individuel, mais vraiment sur ceux qui avaient des grosses difficultés et qui étaient motivés, hein, pour ça. Et puis pour les autres, ceux qui vont bien, là j'ai proposé, on sait que ceux qui vont bien n'ont pas spécialement envie de refaire des choses qu'ils comprennent bien, hein. Donc j'ai proposé plutôt des activités qui présentent du défi, des résolutions de problèmes. Voilà, j'ai essayé d'adapter, voilà, mais comme avec le temps et les moyens qu'on a, voilà, trois types de profils. Merci pour ce descriptif bien précis de la manière dont ça a fonctionné. On va tout de suite passer la parole à Stéphane, mais Caroline, je vous ai vu acquiescer à plusieurs reprises. Ça vous inspire des réflexions? N'hésitez pas à me faire signe, hein, si vous voulez rebondir sur ce que disent les uns et les autres. On est complètement sur ce qu'a fait Corinne quand vous disiez. Alors nous, on a été reconnus d'intérêt Covid-19 pour la continuité pédagogique pendant la fermeture des établissements. Et ce qu'on a proposé aux élèves pendant l'été, donc vous parliez d'engagement, donc nous les élèves, on ne croit pas au miracle, hein, donc on leur dit tout le temps que le résultat il vient avec le travail. Donc on a fait du coaching en proposant un programme d'entraînement comme s'ils devaient réaliser un marathon. On leur a dit voilà, tu as tout l'été, c'est un programme qui s'appelle Back to School et on va t'aider à revenir sur tout le programme de l'année d'avant pour revoir. Donc tu vas d'abord te tester dans toutes les matières pour voir où tu en es et après l'envoyer sur des mini-cours, des infographies pour le remettre à niveau. Et quand vous parliez de faire des exercices et d'adapter, parce que c'est vrai que l'adaptive learning, on en parle souvent pour la difficulté, on n'en parle pas toujours pour aller plus loin. Et nous, chez Education, on l'utilise vraiment dans les vraies classes. L'idée, elle est venue des jeunes. On a vu des jeunes passer du programme de terminale en histoire et aller jusqu'à la licence chez nous. Curieux, faire la L1, la L2, la L3, progresser. Pourquoi les en empêcher? Donc, on est vraiment dans cet accès de se dire, si on a envie, et là, ça enlève la question de moyens, d'investissement des parents, etc. On a envie, on va plus loin, on a besoin de revenir en arrière, on revient en arrière. Et c'est autour de tout ça qu'on a travaillé pendant cette crise. Et le dernier sujet, après, je laisse la parole à Stéphane, ce qui a changé le Covid pour nous, c'est que Nomade Éducation s'adressait aujourd'hui au grand public et aux jeunes. On était choisis par eux. Et est né de cette période
période compliquée, Nomad School, qui là est une solution qui nous a été demandée par les établissements. Ils ont dit, il y a une solution qui existe, qui est sur smartphone, donc pas de sujet d'équipement, qui fonctionne hors connexion, pas de sujet de zone blanche, etc. Donc aujourd'hui, on déploie pour des écoles notre solution qui viennent prendre des modules ou qui mettent leurs propres modules pour amener leurs élèves à progresser, à se remettre à niveau ou au contraire aller vers des soft skills, aller vers des connaissances plus profondes qu'ils ne peuvent pas creuser en classe. Voilà. Très bien, on va évidemment y revenir. Stéphane, une réaction ou un complément. Alors, avec la casquette évidemment de Télécom Paris, si vous voulez, mais aussi avec ce que vous avez fait avant et la manière dont vous avez vu évoluer peut-être aussi les besoins des étudiants en matière de digital. Oui, alors juste, évidemment, la situation de Télécom Paris est un petit peu particulière en fait parce que voilà, quand vous êtes une grande école d'ingénieurs, quand vous êtes sur le numérique, bon, vous sélectionnez beaucoup à l'arrivée en fait vos étudiants. Généralement, ils ont un niveau d'inclusion numérique qui est déjà élevé. Généralement, mais pas tous, ils sont équipés correctement au niveau des terminaux, etc. Donc, vous avez déjà, comment dire, un a priori favorable si vous voulez les faire basculer dans un monde d'enseignement en distanciel, etc. Néanmoins, Télécom Paris, ouais, c'est une grande école d'ingénieurs, mais c'est aussi une école d'ingénieurs qui est positionnée sur l'ouverture sociale. Donc, on fait beaucoup de progrès, en tout cas, enfin, on essaye de faire beaucoup de progrès sur faire venir plus d'admis sur titre, y compris en France sur des DUT, des licences, etc. Donc, il y a, à chaque fois qu'on admet ce type de profil, en fait, il faut vraiment se poser la question de quelle va être l'expérience en fait d'un apprenant en première année d'école d'ingénieur dans un contexte ultra particulier qui est celui du confinement où finalement l'expérience de vie de campus elle est réduite quasiment à néant, vous n'avez pas ou peu de vie associative et voilà quand vous avez la promesse en fait quand l'école comme Télécom Paris vous fait la promesse que voilà l'expérience pédagogique va globalement reposer sur l'échange avec les camarades, les profs autour de la pédagogie par projet. Là, il faut que vous réinventiez en fait toute cette expérience. Et donc, bon, ça a été un grand remue-ménage, voilà, avec nos collègues enseignants et enseignants-chercheurs. Bon, on a pu mettre en place des solutions très rapides, en laissant aussi en n'étant pas prescriptif sur, comment dire, les outils, mais en étant prescriptif sur les objectifs qu'on voulait atteindre. Donc c'est pour ça qu'on a eu nos collègues enseignants qui ont été capables de très vite virtualiser la question des TP qui est fondamentale, enfin des travaux pratiques qui est fondamentale dans une école d'ingénieur. Parce que c'est là où l'expérience d'apprentissage est la plus forte et la plus demandée par les étudiants. Ils ont besoin de cette médiation entre les sachants et les apprenants. Bon, on s'est organisé, on a monté des serveurs, on a virtualisé des machines. Et là où les étudiants venaient dans des salles prééquipées avec des machines physiques, en fait, on s'est aperçu qu'on pouvait virtualiser tout ça et ça s'est plutôt bien passé. Et on a sauvé entre guillemets, un petit peu ce qui fait le sel et l'intérêt d'une pédagogie par projet dans une école d'ingénieurs. Bon, on a fait comme les autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche, on a mis en place des solutions de visioconférence, en recommandant peut-être une qui nous semblait adaptée en fait à l'exercice, mais on a laissé beaucoup de liberté en fait aux enseignants et aux étudiants de s'organiser. Les étudiants ne sont pas sur Zoom ou Teams, ils sont sur Discord pour faire leur sauce et c'est vachement bien parce qu'en fait, c'est là où ils sont à l'aise. Bon, après sur la question, Théo, c'est la deuxième volet de ta question. Oui, ce que je vois, c'est que des prérequis, par exemple, de l'adaptive learning pour les prérequis pour accompagner les nouveaux apprenants dans une organisation, c'est fondamental pour moi. J'ai beaucoup travaillé ce sujet-là avec François Germinet quand j'étais à feu l'université de Cergy-Pontoise, qui s'appelle maintenant CY University. C'était un grand sujet parce qu'à la mise en place des prérequis, comme le disait Corinne, c'est comment on allait accompagner en fait cette nouvelle typologie d'étudiants. Donc, il y a des solutions numériques qui ont été mises en place en face. Il y a en même temps aussi cette réforme qui doit nous conduire aussi, pour certains des établissements publics expérimentaux, vers aussi un passage en majeur-mineur, un petit peu sur le format de l'offre de formation des universités anglo-saxonnes. Donc tout ça nous a fait réfléchir à la manière dont on pourrait accompagner aussi la personnalisation en fait du niveau d'expérience des apprenants. Et c'est quelque chose que j'avais effectivement dans le cadre de l'initiative d'excellence qu'il y avait sur Cergy-Pontoise et qui regroupait notamment l'université de Cergy-Pontoise et l'ESSEC. On avait réfléchi à des systèmes
de recommandation de contenu, toujours dans des logiques d'adaptive learning au sein d'un campus numérique. Donc, c'est des projets qui devraient bientôt voir le jour. Et je vais juste terminer là-dessus, parce que ça a été un très très bon échange aussi. On avait imaginé avec les équipes de Caroline et de Nomad, justement, un outil qu'on avait déposé, mais qui n'a pas retenu l'attention du jury, que je ne comprends pas, mais peut-être que des fois on a raison trop tôt. Ça arrive aussi. En tout cas, on va se dire ça. On avait travaillé une solution qui était justement qui était de l'adaptive learning en s'appuyant sur la solution, enfin sur le back-end de Nomad pour pouvoir justement proposer des contenus pour les premières années des écoles d'ingénieurs, parce que bon, parce qu'on ne s'est pas contenté de faire des visioconférences évidemment, et puis des cours en distance. On a aussi pris connaissance de l'état d'esprit de nos étudiants en faisant des enquêtes de type baromètre en régulier. On s'est aperçu que globalement, ils trouvaient que l'adaptabilité de Télécom Paris était importante dans la manière dont on délivrait les enseignements, mais ils avaient encore en plus envie justement d'adaptive learning, de ressources en fait asynchrones, et parce que les moments synchrones live étaient possibles et étaient fonctionnels, mais en fait l'idée d'avoir, ce que disait aussi encore une fois Caroline, du savoir à disposition de manière asynchrone et sans qu'on ait besoin d'être branché au réseau, etc., apparaissait comme vraiment une ressource très souhaitable. Donc je vais m'arrêter là, mais... Merci, non, mais bien sûr. Et puis je vais rebondir sur des questions là qui sont remontées et qui me semblent très intéressantes. Corinne, par rapport à Corinne Kolinski, par rapport à votre première intervention, l'une des participantes vous demande donc si elle comprend bien, vous avez étudié les difficultés de chacun des profils et vous avez adopté vos contenus de cours. Si oui, combien de temps cela vous a-t-il pris pour individualiser vos apports? Ça semble effectivement un investissement important. Oui, alors, en fait, j'ai pas, moi, adapté les contenus de cours moi, j'ai fait de la remédiation dès le 1er septembre pour des étudiants qui avaient en vue d'un cours de physique, que c'est pas moi qui enseigne, hein, c'est un cours que j'ai enseigné il y a quelques années, mais c'était pour une équipe d'enseignants. En fait, il y avait 9 groupes. 9 groupes d'une trentaine d'étudiants, donc il y avait, on va dire 4 ou 5 enseignants. Donc moi, je faisais pas l'enseignement de physique, un enseignement d'optique très traditionnel de première année que je connais bien. Et ce que j'ai fait, c'était plutôt de la remédiation des programmes de lycée en vue de ce cours de physique, c'est-à-dire les prérequis pour ce cours de physique. Hein. Parce que en fait, l'optique, bon là en l'occurrence il s'agissait de l'optique, il y en a en seconde, première et terminale, donc je me suis basée sur les programmes de seconde, première, terminale, et j'ai retesté les connaissances des lycéens entrants en vue de suivre ce cours. Alors, ce que j'ai fait, en revanche, donc moi, j'ai pas après adapté les contenus du cours, j'ai proposé de la remédiation pour que l'enseignement avec l'enseignant d'optique se passe au mieux. Et en revanche, ce que j'ai fait, ça c'est clair, c'est que j'ai utilisé les statistiques qui étaient disponibles grâce à mes tests de positionnement pour que j'ai mis en forme et que j'ai envoyé avant le début des cours à mon équipe, alors c'est 4+1, donc 5 enseignants, pour leur dire, en gros, par exemple, ça, on se rend compte que les foyers de la lentille, les foyers objet-image d'une lentille, c'est pas maîtrisé par 90% de nos étudiants. Donc, voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des focus. Je me permets juste de vous interrompre parce que ça me semble important de pas justement que les gens ne décrochent pas. On nous demande de bien redéfinir la remédiation, ce que vous entendez par remédiation. Ah, remédier, c'est un. J'ai pas pensé à donner. C'est se mettre à jour sur les prérequis, c'est se remettre à jour, c'est un rattrapage, quoi, hein, c'est ça? Oui. Okay. Oui, c'est remédier à des problèmes, c'est-à-dire on diagnostique qu'il y a un problème. Voilà, l'étudiant n'a pas compris un concept, et puis on met en œuvre un enseignement pour remédier à ça, en espérant pouvoir remédier à ça, quoi. Ouais. C'est un rattrapage sur les
les enseignements qui ne sont pas là. Moi, j'interviens surtout en première année. Voilà, j'ai beaucoup axé mon discours sur la première année parce que c'est là qu'on a le plus de problèmes, hein, c'est là qu'on doit faire de la remédiation. En deuxième année, c'est des étudiants qu'on a déjà. Donc là, on sait un peu le profil qu'ils ont. Il est moins hétérogène, évidemment. Et puis, en troisième année, n'en parlons pas. Après, ce type d'approche, on l'a aussi en M1 en général chez nous. Parce que c'est des étudiants en M1 qui arrivent de licences qui sont pas dans lequel il n'y a pas exactement le même programme, qui arrivent pas de chez nous, qui arrivent de l'extérieur. Hein, les M1 sont plus spécifiques. Et c'est souvent ce qui se passe. Les collègues font alors ce qu'on appelle la remédiation, c'est-à-dire on teste les étudiants pour savoir où ils en sont dans les prérequis, et puis on leur propose des solutions. Voilà. Caroline. Oui, alors c'est nous, là-dessus, on a une très forte demande là-dessus parce que, comme vous le disiez, on a des écoles qui ont des élèves en bac+3 qui intègrent des masters qui viennent de STAPS, d'éco-gestion ou de droit. Donc, ils ont chacun leurs forces et chacun leurs faiblesses. Donc là, ça permet pendant l'été de proposer un programme dans lequel le jeune va s'engager à travers des modules sur, pour certains, la compta, la finance, les soft skills pour d'autres, etc. Quand ils arrivent à la rentrée, ils aient quand même un point de départ qui soit commun pour partir justement sur un enseignement synchrone solide. Donc, ils vont en asynchrone revoir des modules de base en repartant, pourquoi pas, dès la classe de première, s'entraîner, se tester. Et c'est vrai que le master est un excellent exemple parce qu'on vient, et c'est la force d'ailleurs, d'avoir des gens qui viennent d'horizons différents et qui vont s'apporter les uns des autres, mais il faut quand même qu'ils aient des prérequis qui soient communs pour que l'enseignement puisse enseigner voilà, la même chose à tous. Alors on a une question ou plusieurs questions en tout cas qui renvoient à une même problématique qui est de savoir s'il existe des outils où j'élargis un petit peu des spécificités à l'adaptive learning et au contenu renforcé en matière dans les disciplines plus sciences humaines. Et j'élargirais ça aussi peut-être aux compétences comportementales. Tout à l'heure, Corinne parlait des difficultés à l'oral. Donc, je sais pas, Caroline, Stéphane ou Corinne, mais voilà, comment on se forme sur les SHS, les sciences humaines, ou sur la partie plus comportementale? Bah nous, alors après, je vais laisser très brièvement, nous, c'est au cœur du projet. On dit toujours qu'au-delà de réussir sa scolarité, on en parle de plus en plus sans utiliser le mot soft skills. On veut des gamins qui soient bien dans leur basket, à l'aise, qui puissent s'exprimer à l'oral pour être bien avec leur père, etc. Donc, nous, on le travaille au niveau de la culture générale, très fortement. Donc, on a créé tout un programme qui est aussi en adaptive où on va regarder où on en est sur plein de domaines différents en fonction des passions, le sport, l'art, etc. De la même manière, on a travaillé sur un programme autour de l'oral avec des professeurs d'éloquence. Donc, on va commencer par un exercice tout simple où le jeune va se tester pendant 1 minute 30 sur un sujet qu'il aime, le foot, le rugby, les jeux vidéo, où il va être à l'aise, seul, face à lui-même et à la caméra de son téléphone. Il va remplir des grilles d'évaluation et dans le temps, petit à petit, on va le faire progresser, on va voir où il en est, on va voir si ce qui le gêne, c'est les mots parasites, le manque de confiance, l'attitude, je regarde mes chaussures, etc. Et il va monter des caps pour se retrouver un jour excessivement solide. Donc, nous, en tout cas, on traite de la même manière tout ce qui va être scientifique, pas de la même manière, pardon, mais on ne voit pas on pense qu'il y a des solutions aujourd'hui et on travaille là-dessus avec des laboratoires de recherche, aussi bien sur des matières qui vont être très scientifiques que sur des choses qui vont être beaucoup plus liées à ce que l'on est ou à la communication. Stéphane, peut-être un complément là-dessus? Oui, alors je veux bien, ou peut-être une recontextualisation parce que il faut savoir que par exemple les soft skills, hein, c'est un domaine très bien identifié des grandes écoles de commerce, par exemple, c'est au cœur de la pédagogie des grandes écoles de commerce. J'ai travaillé à l'ESSEC, donc je peux vous le confirmer. C'est moi, par exemple, présent dans les écoles d'ingénieurs, mais aujourd'hui c'est une priorité. Donc, comment s'appuyer sur les outils digitaux pour progresser là-dessus, faire de l'adaptive learning, etc. C'est assez compliqué parce que, par exemple, une intelligence artificielle va assez bien s'accommoder du fait de faire un mapping, faire une cartographie de vos compétences hard, c'est-à-dire le fait que vous ayez eu un cursus de maths, que vous ayez eu votre bac à tel endroit, en telle spécialité, etc. Ensuite, détecter, en fait, faire
comment dire, le radar de quelqu'un sur ses compétences douces, c'est voilà son savoir-être, etc. Il y a de l'intelligence artificielle qui fait ça. C'est assez compliqué, mais là, il faut s'appuyer sur des tests de personnalité. Donc, il y a un très grand débat sur ces choses-là. Il y a de l'intelligence artificielle néanmoins qui sait cartographier des personnes à la fois sur les deux sujets. C'est des algorithmes de pondération, donc je pense que ça, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais n'oublions pas que l'intelligence artificielle est très humaine. Hein, c'est juste des humains qui décident, qui indiquent à une machine que ça va plutôt compter beaucoup dans la note finale et ça un peu moins. Mais globalement, en fait, on sait évaluer les soft skills pour. Ce qui est intéressant, en fait, dans cet accompagnement par rapport au développement personnel des compétences de savoir-être, c'est il n'y aura jamais un conseiller d'orientation pour chaque étudiant dans n'importe quelle organisation. Il n'y aura jamais un coach, un tuteur, il n'y en aura jamais suffisamment. Donc, l'intérêt des solutions, par exemple, digitales et qui ont recours à l'intelligence artificielle, c'est d'aider une personne à se positionner sur ces sujets-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui nous aident. Il y a beaucoup d'outils de GPS, de l'orientation, d'appli, etc., qui vous donnent à peu près assez facilement, qui vous aident d'un point de vue de vos compétences hard, voilà, vos compétences voilà, factuelles. Mais là, il y aura un grand travail. Je pense qu'on franchirait un jalon en fait dans l'expérience en fait des apprenants. Si on était capable de les aider là-dessus, de savoir où ils en sont à un instant T, un point A, et de les accompagner vers un point B avec les ressources associées de type qu'a évoqué Caroline. De toute façon, voilà, on sait que la prise de parole en public, se sentir à l'aise à un entretien, savoir se présenter correctement, pas forcément se vendre, hein, c'est peut-être pas adapté par exemple dans une culture d'étudiants à l'université, etc. Mais il faut savoir présenter ses atouts. Donc ça, ce sont des soft skills qu'il est absolument impératif de transmettre à tous pour qu'il y ait un minimum d'équité le jour où ils seront confrontés les uns les autres au marché du travail, par exemple. Stéphane, on a des questions là qui rebondissent sur votre intervention, sur les outils IA existants. Alors, c'est pas précisé dans quel domaine. Donc là, je sais pas si vous pouvez nous donner des exemples d'outils IA. Je ne sais pas répondre à la question quels outils IA. Il y a des solutions digitales qui ont recours à l'intelligence artificielle pour pouvoir faire ça. Mais il n'y a pas l'IA n'est pas un outil en soi. L'IA est une formule mathématique en fait. Nous, on utilise un système qui s'appelle, alors qui est plutôt du machine learning, de l'IRT, qui en fait va croiser des courbes de positionnement d'un élève par rapport à ses pairs. Donc, on va voir où est-ce qu'il se situe dans sa classe, son environnement, son lycée, la France entière, etc. Ce qui nous permet de faire ça, c'est d'avoir 1 million d'utilisateurs. Donc, si j'ai 35% des terminales qui m'utilisent, je peux positionner un terminal S par rapport à des courbes. Et après, on va croiser avec des courbes de difficulté des questions. Donc, c'est vraiment un modèle IRT. Ça va nous permettre d'adapter le programme, ce que l'on va proposer aux gens en fonction de leur niveau d'études et de leur permettre soit d'approfondir, soit d'aller beaucoup plus loin parce qu'on les sent en capacité, qu'on ne veut pas qu'ils s'ennuient, soit de revenir sur des notions qui peuvent dater d'il y a 3 ou 4 ans, hein, mais qu'on détecte comme ne pas avoir été maîtrisées. Voilà, ce que dit Caroline, en fait, ce sont des algorithmes de matching et de scoring qui permettent, en fait, selon ce qu'on a défini, de vous proposer des parcours idéaux. Voilà, donc, ce dont je parlais, c'est qu'aujourd'hui, dans la plupart de ces applications, alors peut-être que je me trompe, Caroline, vous avez corrigé, il manque la partie justement de qui vous êtes d'un point de vue savoir-être. On est un peu sur les compétences skills, enfin les hard skills, et on ne sait pas aujourd'hui vraiment prendre en compte en fait par exemple la psychologie de l'individu, et ça reste un territoire à explorer. Et je dirais que celles et ceux qui pourront apporter ce type de dispositif rapidement aux apprenants, il y aura vraiment une différence. Non, on n'est pas sur le jugement de la personnalité. Par contre, on étudie beaucoup avec le laboratoire Lyris les parcours, c'est-à-dire on se rend compte que les gens sont très différents dans leur manière d'apprendre. Donc, vont-ils passer d'abord chez nous par le quiz, le mini-cours, le podcast? Est-ce qu'ils s'engagent? Est-ce que le coaching marche chez chacun? On a des jeunes, ils respectent, ils s'engagent sur 5 jours de révision, 15 minutes par jour. Ils le font tous les jours. Là. Donc là, déjà, on a une piste forte de personnalité. Il y en a d'autres qui changent leur programme toutes les 3 jours parce qu'ils ont été trop ambitieux. Donc, on a quand même voilà, en tout cas, on étudie la meilleure manière pour chaque individu d'apprendre, de faire de l'ancrage mémoriel, etc. Mais sur la personnalité, et d'ailleurs, j'espère qu'il restera une part de mystère et que la machine, voilà, qu'il y aura justement tous ces cours synchrones, ces échanges entre élèves et professeurs pour connaître et renforcer la personnalité des gens en dehors du digital.
Corinne, peut-être avec votre casquette de responsable aussi d'un centre d'innovation pédagogique qui du coup s'adresse à des enseignants qui sont pas tous en sciences dures, est-ce que vous avez connaissance d'outils qui sont comme WIMS que vous citiez et qui peuvent s'adapter à d'autres disciplines? Comment font vos collègues dans d'autres disciplines? Dans nos autres disciplines, alors des outils pour de l'adaptive learning, on était oui. les outils, ben, je pense que la plupart. Alors, nous, alors c'est clair qu'on est une université où on est beaucoup. Enfin, il y a des sciences humaines, mais par exemple, on n'a pas de médecine, on n'a pas de psycho, on n'a pas. Voilà. Donc, les collègues utilisent. Peu utilisent WIMS, un peu en langue. Ils utilisent WIMS parce que c'est vrai que quand je dis ça génère des données aléatoires, ben, il faut qu'il y ait des paramètres, souvent des chiffres, hein, des positions de points dans l'espace qui varient. Peu utilisent WIMS. Ils utilisent beaucoup en fait la plateforme de l'établissement et on a des fonctions test et quiz par exemple. Alors, je vois, nous, par exemple, par contre, ce qu'on a beaucoup, c'est des étudiants en STAPS. Et c'est là qu'il va y avoir des cours de psycho, des choses comme ça. Et ils utilisent énormément les tests et quiz de la plateforme qui fournit en fait même des traces d'apprentissage parce que on peut voir combien de temps l'apprenant, enfin l'étudiant a mis pour faire un test. Est-ce qu'il l'a fait le samedi soir à 23h ou est-ce que il l'a fait le mardi à 18h. Enfin, vous voyez, ça donne des informations, à quel moment ça a été fait, combien de temps il a travaillé là-dessus. Donc ça fournit des éléments comme ça. Mais il est clair que oui, WIMS dont je parlais, c'est surtout une plateforme. Enfin, elle peut être utilisée, mais ça demande un travail supplémentaire aussi. Pourquoi? Parce que c'est une plateforme collaborative et c'est les collègues de toute la France ou la francophonie qui la développent. Et c'est vrai que la communauté est en partie, surtout des mathématiques, elle s'est beaucoup développée autour des sciences dures. Hein. C'est clair. Ce que vous me disiez aussi en préparant, c'est que ces outils-là demandent quand même du temps de prise en main et que sur l'ergonomie, ça mériterait, voire c'est peut-être pas le métier des universitaires non plus de faire ça. Hein, c'est un peu ce qu'on voit avec Caroline et Nomade, c'est qu'à un moment, il y a des limites dans ce qu'on peut proposer comme expérience. C'est vrai, c'est clair. Je vais vous dire, bah, effectivement, dans mon université, tous les collègues de sciences dures n'utilisent pas cet outil-là. Et ça me permet de répondre à un commentaire où j'ai vu. Effectivement, pour un enseignant-chercheur, ça demande énormément de temps de se former à ces outils numériques. Hein. Moi, l'âge que j'ai, quand j'étais étudiante, même en thèse, il n'y avait pas Internet et il y avait un seul ordinateur dans le laboratoire, c'était la secrétaire, et c'est elle qui tapait les thèses. Donc, on se forme sur le tas au fur et à mesure et les outils n'arrêtent pas d'évoluer. Dans le contexte où je suis, l'enseignement universitaire, on est enseignant, chercheur, on fait pas mal d'administration. Et donc, oui, se former à tout ça, ça demande énormément de temps. Et je pense que en tant que responsable du centre d'innovation pédagogique, je peux dire que c'est ce que le demandent les enseignants. Le plus, c'est du temps et des opportunités de se former. Et enfin voilà, une collègue qui disait oui, mais ça demande du temps pour se former, ne serait-ce que ça, et pour aller alimenter et pour aller regarder les traces. Oui. Caroline, vous voulez... Mais nous, on a un sujet par rapport à ça parce qu'on trouve qu'au-delà de la formation, c'est à nous, les créateurs des produits, de faire les efforts. On parle tout le temps, je ne vais pas me faire des amis dans les tech, de former, etc. Mais nous, on estime qu'on doit aussi créer des outils qui sont ultra faciles d'utilisation. Quand on a commencé avec les profs, on avait un back-end, honnêtement, on faisait des heures de formation. Aujourd'hui, n'importe qui peut l'utiliser avec facilité. Donc, nous, on voit de plus en plus de budget s'affecter en dehors de l'outil de la formation. Nous, justement, on voudrait que vous ayez la pédagogie au cœur de votre métier, c'est essentiel et on estime que les outils, quand je vois que mon père de 80 ans peut se connecter sur Zoom en 2 secondes alors qu'il est ouvrier, je pense que les outils ont aussi des efforts à faire. Il y en a qui y arrivent très bien et qu'il faut pas toujours parler de formation, mais aussi faire en sorte de rendre les choses
facile et accessible pour tous, honnêtement, et c'est pas si compliqué que ça de le faire. Donc, c'est un premier sujet à se poser, c'est que l'énergie, elle doit être mise par vous auprès de vos élèves, et si nous, on soutient ou d'autres, on doit quand même faire en sorte que ce soit ultra simple d'utilisation. Voilà, là, quand on s'est connecté tout à l'heure, ça nous a pris 2 minutes, il y a plein de choses. Nous, quand on fait des dashboards pour des professeurs, ce qu'on imagine aujourd'hui, c'est que sur la classe, ils voient très facilement des groupes d'élèves, que ça se lise, que ça vienne automatiquement à eux, et que ça prenne pas énormément de temps. C'est le vrai sujet, on en parlera tout à l'heure, d'accélérer les choses. C'est que si on fait des choses qui sont des nœuds pas possibles, personne rentre dedans. Donc, il n'y a pas de vraie expérimentation mais c'est pas la faute, selon nous, du tout des professeurs. C'est que les outils doivent tous, et nous les premiers, s'améliorer, être ergonomiques et simples d'utilisation. Voilà. Alors peut-être une autre question. Stéphane, allez-y. Priorité aux réactions. Juste rappeler peut-être des évidences. La plupart du temps, en fait, les solutions qu'on va dire high-tech, qui propulsent des contenus ou qui sont des solutions qui vont, par exemple, proposer de l'adaptive learning, plus c'est low-tech pour l'utilisateur final, mieux ça marche. Plus c'est simple, en fait, c'est ce que disait Caroline. Et aussi, ne jamais oublier que quand vous créez un dispositif à destination, par exemple, dont le but, par exemple, est de l'innovation pédagogique, rendre service dans ce domaine, etc., ne jamais oublier l'utilisateur final. Votre client, c'est souvent l'étudiant. Normalement, ça devrait être l'étudiant. Et ce client-là, en fait, on ne l'entend pas beaucoup, en fait, dans le cahier des charges qui va définir une nouvelle plateforme, un nouvel outil, un nouvel service. Donc, très souvent, c'est la part un peu, pas méprisée, mais pas prise en compte, en fait. Et c'est pour ça qu'on a un décalage, des fois, entre l'offre et l'adoption par les utilisateurs finaux. On a fait beaucoup d'applications mobiles ces dernières années dans les organisations d'enseignement supérieur, avec quelquefois très peu d'adoption, parce qu'elles ont été faites en chambre, et sans se soucier en fait de quels étaient les besoins des utilisateurs finaux. On sait tous aujourd'hui dans notre vie personnelle que quand une appli rend un service qui est très pertinent, il n'y a pas de souci pour la télécharger, l'utiliser. Je veux dire, je vais pas faire la pub de Nomad aujourd'hui, je pense que Caroline s'en charge très très bien, mais bon, Nomad, c'était orienté client et ça a très très bien marché. Je voudrais juste te dire aussi que le sujet, alors je ne suis pas enseignant, ça m'arrive d'intervenir, mais je ne suis pas enseignant, donc je vous demande d'accueillir ce propos avec la réserve qui est nécessaire. Mais globalement, il y a un souci pas d'auto-formation, mais de transition digitale chez les enseignants-chercheurs qui ne se soucient pas assez de leur formation. Et je sais que le temps est très compté, et d'ailleurs, une de mes missions, c'est de leur faire gagner du temps aussi. Mais je m'occupe aussi de la transition digitale de Télécom Paris, et très franchement, c'est pas parce qu'on fabrique des ingénieurs du numérique qu'on est forcément les mieux lotis dans ce domaine-là. Donc voilà, il y a un sujet aussi, il faut que nos collègues enseignants-chercheurs, ils aient envie de se former, mais il faut aussi leur proposer des trucs pertinents. Voilà, donc on essaye d'ouvrir un petit peu les chakras de tout le monde en proposant des choses comme des formations avec l'école Simplon pour un petit peu changer de perspective sur la manière d'apprendre le code ou de faire apprendre le code aux personnes. Et ça marche plutôt bien, cette proposition d'ouverture est bienvenue. Alors justement, Corinne, je reviens vers vous sur cette. Alors vous pouvez déjà avoir envie de réagir. Puis j'avais aussi envie de vous demander, parce que vous avez aussi été interpellé là-dessus, finalement, sur ce que tout ça nous dit de l'évolution du rôle de l'enseignant. Je rajouterais encore chercheur, mais là c'est un autre sujet. Mais est-ce que vous êtes en train de devenir aussi des coachs d'une certaine manière avec tout ce que vous nous racontez? On est bien loin simplement de celui qui délivre un cours. Oui, alors là, c'est vrai que là, j'hésite entre mes casquettes. Alors hier, j'animais justement un webinaire interne à notre université autour du MOOC. Il y a un MOOC en ce moment qui se joue, c'est sa 4e édition, Se former pour enseigner dans le supérieur, qui a été mise en place par le ministère. Et je vois que parmi les intervenants, parmi les participants, il y a pas mal de gens qui ont collaboré à ce MOOC, puisque, comme vous l'avez dit, je fais aussi partie de la communauté des accompagnateurs pédagogiques. Alors, des fois, j'ai du mal avec mes casquettes. Je suis enseignant-chercheur et puis je suis accompagnatrice pédagogique. Et j'ai vu d'ailleurs une des interventions, plus d'ingénieurs pédagogiques à l'université. Oui et oui. Donc hier, je disais, en lien avec un thème du MOOC, le premier thème qui est rendre l'étudiant acteur de ses enseignements. Justement, j'animais un webinaire pour mes collègues et je vois que de plus en plus, c'est long.
mais on passe clairement dans le paradigme de l'apprentissage. Hein, pendant longtemps, moi, j'ai été formée dans le paradigme de l'enseignement. Hein, c'est l'enseignant enseigne et puis moi, ce que j'apprends, bon, ça c'est mon problème. Mais la transition se fait. Avec lenteur, ça nécessite aussi le renouvellement des générations, voilà. Et on passe dans le paradigme de l'enseignement, c'est-à-dire que on n'est plus simplement les enseignants qui enseignent, mais on est concepteur de situations d'apprentissage où l'étudiant va pouvoir apprendre, être acteur. Et c'est vrai que là, c'est le sujet du webinaire, des situations d'apprentissage dont on voit qu'elles doivent être le plus voilà, variées et adaptées. Effectivement, on a ce rôle de plus en plus d'accompagnateur des étudiants. On ne dit pas forcément le mot coach, mais on les accompagne dans l'acquisition dans leurs apprentissages. Et ça, c'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui est lent, hein, parce que c'est un paradigme, voilà, c'est des postures d'enseignants qui sont très ancrées, mais ça se transforme. Et ça se transforme d'autant plus que vous n'êtes pas sans savoir que il y a eu un PIA qui a permis à bon nombre d'universités, d'écoles d'obtenir des financements pour des nouveaux cursus universitaires. Et tous ces NCU, hein, on appelle ça des NCU, et tous ces NCU, en gros, voilà, c'est dans ont pour vocation à développer des compétences, évaluer des compétences et permettre à chacun d'évoluer avec des profils, d'évoluer dans nos systèmes avec des profils plus variés. Hein, donc bon nombre de NCU, bon nombre d'ingénieurs pédagogiques, d'accompagnateurs pédagogiques qui ont été recrutés. Donc les choses vont bouger, mais c'est clair qu'on part de loin. Moi, j'ai été formée de façon exclusivement magistrale, et donc c'est difficile pour moi de concevoir une autre forme d'enseignement que celle que j'ai connue. Il a fallu faire un vrai pas de côté. Merci Corinne pour ce témoignage et cette analyse. Alors justement, vous l'avez évoqué tous les trois, puis encore à l'instant Corinne, j'aimerais qu'on parle un petit peu des formats. Ça a été dit, hein, mais on n'est pas rentré dans le sujet. C'est-à-dire que pour cet apprentissage personnalisé, il faut varier les formats et les temps. Le moment synchrone, le moment asynchrone, ça a été dit. Est-ce qu'on peut tirer de grandes leçons ou dire quel format on peut privilégier? Avec Stéphane, en préparant ce webinaire, on parlait des podcasts. Je crois que ça a été cité aussi tout à l'heure. Qui veut un peu se lancer là-dessus sur les différents. Allez, Stéphane, oui, c'est parti. Je veux bien commencer à répondre à cette question, mais il faut surtout, encore une fois, faut se mettre à la place des utilisateurs finaux. C'est comment ils apprennent. Caroline en parlait tout à l'heure, il y a des statistiques d'usage, Corinne aussi, on peut regarder comment ils utilisent les contenus sur une plateforme, etc. On voit très bien ce qu'ils ont envie. Que vous soyez étudiante en première année dans une université ou que vous soyez un cadre voilà, de chez Orange qui a besoin de se former, vous voyez bien qu'en fait, que les usages des personnes varient en fonction des situations personnelles. Ce qui me paraît intéressant aujourd'hui, c'est de ne pas avoir en fait de doctrine non plus, parce que vous avez quelqu'un qui va sur un même contenu hein, que vous allez mettre à disposition d'un apprenant dans une logique d'adaptive learning. Il y en a un qui va vouloir regarder une vidéo, l'autre écouter en fait que le son de la vidéo, et la troisième personne, par exemple, va vouloir lire que le synopsis en fait du contenu. Bon, donc en fait, c'est avoir les capacités technologiques ensuite d'avoir une bonne plateforme. La plupart du temps, dans les organisations d'enseignement supérieur, c'est plutôt faire recourir à un LMS hein, pour faire ça. Les solutions sont connues. Moodle, etc. Il y a aussi les plateformes qui sont propulsées par edX, etc. qui je pense que c'est le noyau d'ailleurs de France Université Numérique pour propulser ces MOOC. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment on répond en fait aux besoins des utilisateurs finaux. Ensuite, il y a la question aussi de quel contenu on a de disponible en fait. Ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que il y a une sorte de sérendipité hein, chez les utilisateurs. Et ils vont pas forcément vous demander des choses que vous aviez prévues pour eux. Donc là, si vous avez une politique interne en fait dans votre organisation de convaincre les enseignants et les enseignants-chercheurs, par exemple, de mettre à disposition de l'ensemble de l'organisation une ou plusieurs séquences, par exemple une capsule vidéo, un quiz, un PDF de cours, enfin, en fait, il faut vraiment être agnostique sur le format, je crois qu'il ne faut pas du tout se fixer sur le format, et que vous arrivez à avoir une sorte de banque commune de contenu, que vous êtes avec une approche modulaire,
vous pouvez quasiment laisser aussi l'initiative à l'apprenant de composer son parcours. Et là, on rejoint, en fait, on peut faire avancer, progresser très rapidement les personnes. Mais c'est d'être centré utilisateurs finaux, essayer de désiloter les contenus dans une organisation parce qu'on s'aperçoit que finalement, l'introduction à l'IA, par exemple, qu'on a à Télécom Paris, en fait, comme c'est un sujet qui est dans l'air du temps, ça intéresse tous les étudiants, même ceux qui n'ont pas ça fléché directement dans leur parcours de première ou de deuxième année. Voilà. C'est la logique de diplôme, là, du coup, aussi, ou en tout cas de diplôme augmenté, des butinages des uns et des autres, un petit peu, qui est derrière. C'est revenir, en fait, je dirais que c'est enfin arriver à quelque chose qui semble être une demande, encore une fois, des étudiants, c'est-à-dire cet enseignement organisé en majeur, mineur, en fondamentaux et en cours complémentaires, qui, voilà, et le numérique va pouvoir nous aider à désiloter un petit peu les contenus et d'adresser, en fait, des contenus à des personnes qui sont demandeuses. Attention, ça ne va pas, tout ça pour que ça soit optimal ne va pas sans une certaine architecture des systèmes d'information. Il est fort probable que vous ayez besoin d'un bon algorithme de recommandation pour pouvoir aider l'apprenant à se retrouver dans une forêt de contenus disponibles. Mais ça, c'est encore un des autres sujets de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur. Je pense qu'on pourrait passer 1 heure dessus. Mais très honnêtement, c'est voilà, moi, la priorité aujourd'hui pour nous, par exemple à Télécom Paris, c'est de désiloter nos contenus, d'avoir une approche modulaire et que les gens fassent du pick and choose en fait dans leur vie de tous les jours et dans leurs usages. Et c'est un gros travail de conviction en interne autour des enseignants et enseignants-chercheurs, notamment. Et puis, il y a une question qui est posée là. Voilà. Il y a une question qui est posée, donc je la pose tout de suite parce que c'est en réaction directe avec ce que vous disiez sur la question, mais tout le monde peut répondre sur la propriété intellectuelle de l'enseignant dans ce contexte-là. Oui, il faut la garantir. Vous ne pouvez absolument rien faire, vous ne pouvez même pas amorcer une logique, voilà, une initiative qui viserait à désiloter des contenus, à les mettre à destination d'un plus large public que uniquement par exemple, les 30 ou 40 élèves à qui s'adresse le cours. Évidemment, il faut garantir le droit d'auteur, le droit patrimonial du créateur de contenu. C'est fondamental et c'est d'ailleurs ce que font les grandes plateformes d'enseignement en ligne. Coursera, Open Classroom, ils vous garantissent la propriété en fait de votre contenu. S'il n'y a pas ce contrat de confiance initial, vous n'arriverez pas à désiloter les contenus dans votre organisation. Corinne, Caroline, qu'est-ce qui veut réagir sur ce qui vient d'être dit? Non, mais c'était sur la question des contenus, je suis tout à fait d'accord avec Stéphane. Pour moi, il faut jouer la carte de la diversité. Donc, plus on a, moi, c'est plutôt la profondeur des contenus, ce qui me paraît hyper important quand on fait de l'adaptive learning. Ça paraît tout bête, mais c'est qu'il faut avoir une densité de contenu. Nous, on est sur le programme scolaire. Voilà, le sujet de Nomade Éducation, c'est le programme scolaire. On est parti des contenus depuis la classe de CM1. On les a tous tagués en notions, etc. Donc, c'est ça qu'on a travaillé dans notre programme adaptive, ce qui nous permet de prendre une notion de maths du tout départ jusqu'au bac+3 pour la creuser et d'aller soit en revenir par le passé ou aller dans des choses beaucoup plus complexes. Et il faut avoir toutes les notions pour ça. Donc, il faut avoir des densités de contenu très importantes et très sérieuses, bien sûr, en termes de pédagogie sous des formes différentes pour aborder toutes les notions et ramener quelqu'un sur des choses précédentes. Mais après, la forme des contenus, c'est vrai qu'il y en a qui vont être plus sensibles, vidéo, podcast, mini-cours. Je pense que ça dépend même des cours, des matières, etc. Donc, nous, on est ouvert à de la diversité, au contraire, pour pas s'ennuyer. Et il y a une question que je trouvais de quelqu'un que je connais bien et que je salue, Samir, intéressante sur les leviers de motivation. Alors, nous, on se positionne parce qu'on n'est pas du tout professeur. On travaille avec des professeurs, vraiment comme des coachs. Ce qui a fait le sujet de Nomade Éducation, on s'est pas adressé, d'ailleurs, on n'est pas très connu du grand public, on est connu des jeunes. Donc, on est parti sur une réappropriation de l'apprentissage et c'est l'engagement personnel. Et ça, c'est quand même la clé du succès, c'est que quand quelqu'un décide de travailler, de s'engager, de revenir sur des notions qu'il maîtrise pas sans qu'on lui impose, ça se passe souvent très bien. Donc, nous, on est parti, on a beaucoup parlé du succès des applications de sport pendant le confinement. C'est toujours intéressant de regarder ce que font des gens qui ont beaucoup travaillé l'addiction. Alors, on travaille plus avec le sport que sur le jeu vidéo. Ça nous paraît plus. Mais en tout cas, c'est vraiment ce principe de se dire, nous, on est vraiment parti là-dessus. C'est je m'engage sur un programme donné qui va me faire travailler non pas les abdos ou les fessiers, mais les mathématiques, l'histoire, etc. sur un temps donné, avec un objectif donné qui peut être une évaluation, un passage d'examen, un test ou un concours. Et en fonction de ça et de l'énergie que l'élève a envie d'y mettre, il va s'engager face à un programme et nous, on va l'aider
le coacher par la notification, par le rappel quotidien, par des choses qui va décider à aller au bout de son objectif. Et on se rend compte que c'est impressionnant comment ça marche. Or, ça en individuel et avec les pairs. On le fait au niveau de la classe, du lycée. Donc, ils se challengent entre eux et on se rend compte qu'il y a une émulation qui se dégage de ça et de la communauté. Voilà. Donc, on est à la fois sur un travail individuel et un travail collectif avec les copains. Merci Caroline. Corinne, vous voulez réagir à ce qui a été dit? Non, pas particulièrement. Pas particulièrement. Peut-être une question sur, on ne peut pas passer à côté évidemment, et là aussi ce sera pour vous trois, sur la question des moyens, au-delà du temps de l'enseignant-chercheur. Vous évoquiez des appels à projets qui ont donné un certain nombre de moyens aux universités. Est-ce qu'aujourd'hui c'est suffisant pour passer à l'échelle? Ça a aussi été dit, je crois, par Caroline tout à l'heure, entre l'expérimentation à l'échelle de quelques groupes et la généralisation pour que tous les étudiants en bénéficient, il y a encore un gap à franchir. Oui, des moyens. Enfin, je vais parler pour dans les universités en général, on n'en a pas. Voilà, ils sont relativement modestes. Donc, comme vous le dites, on est obligé de passer par des appels à projets. Pour que ça puisse passer à l'échelle, oui, il faut des moyens. Il faut pour les enseignants, il faut du temps. Pour les enseignants-chercheurs, il faut du temps pour pouvoir se consacrer à cette partie-là. Et puis, je dirais peut-être, il faut surtout de la valorisation. Pour l'instant, je pense que voilà, mes collègues ingénieurs, collaborateurs pédagogiques, accompagnateurs pédagogiques, je pense seront d'accord avec moi, c'est qu'il faut que en tout cas nous dans les universités, ce qu'on cherche depuis un certain nombre d'années, c'est à valoriser cet investissement dans la formation, dans l'accompagnement des étudiants. Et il y a pas mal d'initiatives qui vont dans ce sens. Depuis plusieurs années, il y a même des appels à projets innovation pédagogique à l'intérieur des établissements. Qui permettent à la fois de donner des moyens aux enseignants, de dégager du temps, et puis à un moment donné aussi de valoriser cet engagement, ce qu'on fait beaucoup dans nos activités d'accompagnateur pédagogique. On n'est pas que sur la formation, on aide beaucoup les collègues à valoriser dans la communauté universitaire, en pédagogie ou dans la discipline, valoriser cette nouvelle compétence. On voit qu'au niveau au niveau national, il y a un certain nombre de choses qui vont dans ce sens-là, puisque depuis 3 ans, on oblige que les nouveaux maîtres de conférences, stagiaires, ceux qui sont obligés de se former, ce qui n'était jamais arrivé avant. Ils ont 32 heures de décharge pour pouvoir développer leurs compétences pédagogiques. Donc c'est quand même c'est un signe qu'on commence à y mettre des moyens. On a eu aussi des CPP, des congés. À l'instar des congés qu'on avait dans les universités pour les conversions thématiques en recherche, on a des congés pour approfondissement de compétences pédagogiques, développement de projets pédagogiques. Et là, je crois que la prochaine étape, ça doit être… alors, on en était là-dessus, mais avec le confinement, ça a pris un peu de retard. Mais il me semble bien qu'on était sur la mise en place de primes, à l'instar des primes qu'on peut avoir pour l'encadrement doctoral, donc des primes que les enseignants-chercheurs ont dans le cadre de la recherche, faire aussi un système de primes pour l'investissement pédagogique. Il faut absolument qu'on valorise ça parce que sinon les enseignants-chercheurs, comme vous le savez, ont de multiples tâches. Et voilà. Caroline, ces différences entre établissements, vous les voyez aussi. D'ailleurs, vous disiez que là, dans votre projet Back to School, c'était essentiellement avec des écoles que vous aviez commencé à travailler. Est-ce que vous diriez que ces outils venus d'entreprises comme la vôtre, c'est essentiellement pour les écoles? Non, alors on est au démarrage, donc soyons honnêtes, je vais pas me permettre de juger. Voilà, en plus je suis pas ni dans les écoles, dans les universités. Nous, ce qu'on est convaincus, on a répondu cette semaine à 2 appels à projets. Il faut se mettre à la place. Donc moi, je me mets pas à côté enseignement, je me mets côté entreprise. Voilà, chef d'entreprise, petite PME de 25 salariés qui se retrouve face à l'appel à projet. Objectivement, j'étais avec mon CTO qui a fait de la recherche, etc. Comprendre les termes, c'est très compliqué. Nous, ce qu'on attend aujourd'hui, quand on parle d'échelle,
modèle, c'est qu'on arrive à échanger plus en direct avec l'université, c'est autour d'une table, c'est-à-dire essayer d'avoir l'agilité de l'entreprise privée et tout le savoir-faire, la compétence, la connaissance des élèves qu'ont les professeurs, les chercheurs, etc. Et essayer de monter ensemble des projets qui peuvent être à court terme très efficaces, donc commencer par faire quelque chose, c'est-à-dire parce que parfois, moi, sur l'appel à projet, j'avais des idées, je peux les exprimer à personne, donc je vais répondre à un projet dont je sais qu'il y a des choses qu'on a testées chez nous qui vont pas fonctionner, ou qui sont trop compliquées ou trop coûteuses, etc. Mais je suis obligée de répondre dans le cadre parce que j'ai pas le droit, enfin, j'ai pas donné mon avis, je réponds à des demandes. Donc nous, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Télécom, c'est de se dire, on se met ensemble, on se pose autour de quelque chose, on le déploie auprès des élèves, on fait un premier bilan, on fait des opérations tests. Donc nous, on a envie, et je pense que ça va dans ce sens, de libérer l'échange public-privé, mais dans l'intérêt de l'élève. Voilà, c'est vraiment de se dire, voilà, on a des compétences complémentaires, on peut avoir des moyens complémentaires. Nous, c'est une envie en plus. Donc cette envie, je crois qu'on la partage. C'est comment on peut travailler mieux ensemble, ce qui se fait quand même dans beaucoup de pays. Voilà, où il y a moins de difficultés à échanger ou de grandes peurs que le privé. Nous, on n'est pas là pour, je le redis, on est là pour aider et accompagner. Nos outils sont au service des élèves et des professeurs. On est après la classe, on est à côté de la classe. Voilà, on n'est pas voilà, c'est important de le dire. Stéphane, ce que décrit Caroline, vu des écoles et des différents mondes aussi où vous êtes passé, cette relation finalement avec les prestataires privés, les partenaires privés sur le cœur de métier, c'est-à-dire la pédagogie, ça évolue? Oui, je pense enfin, ça serait complètement fou aujourd'hui de ne pas voir qu'il y a tout un tas d'expertises et de solutions qui existent dans ce qu'on peut appeler globalement les EdTech. Donc, ça serait un peu dingue de s'en passer, entre guillemets. Voilà. Après, c'est quelquefois un exercice d'équilibrisme parce que, par exemple, si vous êtes dans une école d'ingénieur et que vous posez une solution digitale d'un tiers, vous avez forcément 3 ou 4 collègues qui vous disent « Mais non, je suis capable de le faire, je fais ça ce soir, je te code ça ce soir et demain, c'est bon. » Bon, quand on a passé ça, on arrive à faire des choses. Mais par exemple, Corinne parlait tout à l'heure des dispositifs NCU. Le projet que j'animais pour la commu Université Parisienne, qui est maintenant CY University, qui s'appuyait surtout sur les participations de l'Université de Cergy-Pontoise et de l'ESSEC, dans le cadre d'un NCU sur le campus numérique. On a fait beaucoup travailler, on est challengeant de manière assez coriace quand même, des prestataires sur des questions justement algorithmiques, des algorithmes de recommandation, comment identifier ce que je disais tout à l'heure, en fait, les soft skills chez une personne. Ça, c'était expérimental, mais on a eu quand même des résultats assez intéressants. Et puis, oui, il faut vraiment, il faut profiter de cet écosystème, de croire qu'on n'en aurait pas besoin, qu'il n'y aurait pas des solutions chez eux. Après, les modèles économiques sont différents. Il y a des modèles économiques qui reposent sur de la net économie, donc c'est au nombre d'utilisateurs avec peut-être un peu de publicité, etc. Donc ça, c'est le modèle gratuit. Puis vous avez le modèle freemium, après premium, etc. Faut trouver le bon, comment dire, là où mettre correctement le curseur. Mais globalement, non, je pense qu'il faut s'appuyer sur voilà sur cet écosystème-là. Enfin, je ne suis pas Rémi Chal pour faire la promotion des Tech France. Oui, et puis alors c'est pas directement le sujet, mais comme on y venait, je voulais quand même qu'on le traite. Merci. On arrive dans les minutes finales de notre webinaire. Il y a une question qui a pas été, Corinne, vous vouliez réagir, Corinne? Non, j'ai pas vu. Non, d'accord. Non, merci. Question sur les personnes qui travaillent notamment sur un fameux NCU pour les élèves, les jeunes qui sont ASPI. Donc et plus largement, il y a la question de la prise en charge finalement alors je dis des handicaps, mais des spécificités plus largement des élèves. Est-ce que sur cette question des publics qui ont des besoins d'adaptation parce qu'ils ont un handicap, parce qu'ils ont une spécificité, on fait des progrès, que ce soit dans les applis externes ou à l'université? Corinne, allez-y. Ah bah oui, énormément. Donc oui, c'est vrai que je connais bien Aspi Friendly aussi. Nous, on voit bien, en fait, ça a été un levier dès le départ. Le centre d'innovation pédagogique que je dirige, dès le départ, on a associé la mission handicap, parce que c'est vrai que pour nous,
l'université inclusive, ça veut dire forcément un changement de pédagogie, et que quand on pense une pédagogie inclusive, ben, il n'y a plus à se poser la question du handicap spécifique qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'on essaye on essaye de répondre à la plupart des profils, et donc ça, voilà. Après, il y a ça permet concrètement, on va adapter les supports, on va proposer effectivement de la vidéo ou du texte ou du texte hein, à chaque fois. Et donc, c'est une préoccupation qu'on a à l'université depuis quand même déjà pas mal d'années. Et donc, tous les ateliers de formation qu'on peut proposer dans le cadre de l'innovation pédagogique aux enseignants, il y a une composante autour du handicap, de l'inclusion, que ça soit les troubles 10, que ça soit l'autisme. Là, on se lance en mars prochain sur un premier atelier spécifiquement dédié aux troubles autistiques. On était beaucoup sur les troubles 10, les troubles visuels jusqu'à présent. Et il y a une vraie prise en compte parce que pour le coup, ça, on a des missions dans nos universités qui sont très, très présentes. Et c'est une réalité qu'on a de plus en plus. Nos universités sont inclusives. Et donc, ça, c'est un vrai levier pour nous pour l'innovation pédagogique, hein, l'inclusion. Caroline, vous avez une réflexion là-dessus avec vos différentes solutions? Alors, je vais être très honnête, non. Pour quelle raison? Donc, on se pose beaucoup la question et on estime qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui, peut-être à tort, mieux placés que nous pour le faire. C'est-à-dire que je vois des gens très engagés dans les EdTech. C'est spécifique. Donc, nous, je le dis, on s'adresse au plus grand nombre, CAP, etc. Donc, je pense qu'un jour, on aura la maturité ou les ressources suffisantes parce que les choses qu'on fait, il faut les faire bien. Donc, vous voyez, c'était un sujet récemment de comité de direction et c'est plutôt moi qui freine parce que à vouloir tout faire, ou s'adresser à tout le monde. Chez nous, je trouve hyper important à l'université, à l'école, mais je pense qu'il faut aussi savoir rester à sa place et aujourd'hui, je ne sais pas quel serait notre apport sur ce sujet-là, alors qu'on peut en avoir beaucoup par ailleurs. Voilà. Donc, si on le fait, voilà, on regardait des sujets de croissance externe, choses comme ça, il y a des gens qui le font très bien, pour qui, voilà, donc on n'a pas à prendre leur place et on n'a pas la compétence aujourd'hui. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous les trois. On arrive au terme de ce webinaire. Je vous propose peut-être, pour terminer, puisqu'il nous reste quand même 2-3 minutes, que chacun d'entre vous nous aide à repartir avec une idée pour avancer sur cette question de l'adaptive learning, une idée, une recommandation, une envie. On arrive bientôt à la fin de l'année, au moment des vœux. C'est le moment de se lâcher. Donc, alors cette année, on peut y aller. Je pense qu'on a tous le droit de faire beaucoup de vœux. Mais là, sur notre sujet de l'apprentissage, notamment personnalisé du numérique, une idée ou un vœu pour la suite. Stéphane? Oh non, je t'en prie, honneur aux dames, s'il te plaît, quand même, ça se fait pas. Ah, je sens que je t'ai pris de court. J'ai plein de vœux, mais quand même. Allez, vas-y. Non, mais vas-y, Stéphane, fais-nous ton vœu. Non, mais moi, voilà, ma très grande espérance, c'est qu'on arrive à augmenter de manière significative l'expérience des apprenants dans un contexte digital, en fait, qui fait appel beaucoup du distanciel, de l'asynchrone, du synchrone, etc. Et le secret pour ça, pas trop timide, hein, c'est voilà, la mise à disposition beaucoup plus importante de contenu qu'on peut avoir, qu'on peut consulter sous différentes modalités. Donc, c'est ce que je disais. Enfin, le grand sujet pour moi, dans beaucoup d'organisations, c'est le désilotage des contenus et la confiance, en fait, de tous les producteurs des contenus vis-à-vis de leur organisation. Voilà. Sachant que, juste, je terminerai quand même là-dessus, pour donner, enfin, où est le contexte? C'est-à-dire que nos enseignants-chercheurs ont très, très peur, en fait, qu'on leur vole leur cours. Mais, la plupart du temps, y compris pour, par exemple, des savoirs qui sont très spécifiques comme ceux d'une école d'ingénieur, hein, comment dire, là où est Télécom Paris, par exemple. Ces contenus-là, si vous êtes un étudiant international, la plupart du temps, il y a quelqu'un qui a fait la conférence et qui l'a mise sur YouTube ou une autre plateforme. Donc, l'ubérisation, il ne faut pas en avoir peur, potentiellement, elle est déjà là. Et pour reprendre les mots de Nicolas Glady, ce qu'on risque surtout, c'est d'être kodakisé, c'est-à-dire de devenir ringard parce que simplement, on ne répond pas aux attentes des utilisateurs finaux. Donc, désiloter les contenus, essayer d'avoir en fait cette agilité qui permette en fait un apprentissage, une expérience augmentée d'apprentissage, c'est à mon avis
un grand sujet. Et c'est ce qui permettra de faire pour de vrai de l'adaptive learning. Et merci Stéphane. Très bonne fin d'année et vivement 2021. Voilà. Merci. Kodakisé, je retiens. Corinne Osmani. Moi, un conseil, c'est celui que je donne, alors avec ma casquette d'accompagnateur pédagogique pour mes collègues, c'est toujours d'y aller à petits pas. Hein, c'est ce que j'ai fait moi-même quand j'ai utilisé. Alors avant c'était plutôt dans mes enseignements que je faisais de l'adaptive learning en mécanique, puis maintenant, bon, compte tenu du contexte, c'était plus dans la remédiation pour mes collègues. Mais en tout cas, c'est toujours des petits pas. C'est vrai que quand on dit voilà maîtriser un autre outil, oh là là, et puis on imagine tout de suite. Souvent, le collègue imagine qu'il doit tout changer. Bon, voilà, moi, mon mot, c'est toujours, vas-y par petites touches, démarre, et puis surtout, reste pas seul, parce que pour être universitaire depuis 30 ans, dans ma discipline, la physique, les collègues, il suffit, ils savent, on sait qu'ils ont développé quelque chose qui marche bien, on leur demande la plupart du temps, dis, tu pourrais pas me filer un coup de main, faire une visio avec moi pendant un quart d'heure, une demi-heure, me montrer comment ça marche. La plupart du temps, le collègue fournit ses contenus. Enfin, ça se passe très bien. Donc, ne pas rester tout seul, ne pas essayer de réinventer ce qui existe déjà, faire appel à la communauté, les collègues qui, bien souvent, sont là pour répondre. Et puis aussi penser, ce qu'on en a parlé, et je vois qu'il y a pas mal de d'accompagnateurs pédagogiques, ingénieurs ou conseillers pédagogiques qui sont là, c'est faire appel à ces collègues-là pour tout ce qui concerne les habiletés avec les outils numériques ou autres, hein, la définition des objectifs, voilà, c'est de pas rester seul et de faire appel aux experts et des petits pas, surtout en ce moment, on n'est pas dans un contexte favorable, hein, et donc des petits pas, progresser à son rythme. Ne pas être trop ambitieux. Merci pour ces conseils, merci pour votre témoignage. Caroline Métro, un mot de la fin. Non, mais pour finir, moi, c'est un vœu, hein, donc c'est un vrai vœu que je donne, c'est que tous les gens qui sont passionnés par l'éducation et au-delà de ça, qui croient que ça peut changer la vie d'un élève, d'un jeune, voilà, qu'on se mette autour d'une table, qu'on arrête de s'opposer, qu'on se dise que il y a des gens bien partout, privés, publics, qu'on regarde aussi nos faiblesses. On a des faiblesses en France, on a des atouts majeurs, c'est le pays des Lumières, on a été excellent en sciences, on est le pays des lettres, on a tout pour réussir. Les soft skills, pour moi, quel pays est mieux placé que la France pour réussir là-dedans? Enfin voilà, c'est un pays fantastique, donc il faut qu'on se pose des vraies questions et qu'on se dise qu'on laisse des jeunes sur le bord de la route et qu'il faut oser regarder les choses en face. Et si ça doit se faire main dans la main, allons-y. En tout cas, nous, chez Nomade Éducation, on en a envie. Voilà, donc tous ceux qui auront envie de nous rencontrer, j'espère qu'on continuera à échanger avec Stéphane, Corinne, voilà, de manière, et qu'on pourra le faire avec tout le monde en vrai, voilà, autour d'un café ou d'un déjeuner, autrement que par la visio à terme. On ne peut que partager. Merci Caroline Métro, merci à mes trois intervenants et puis à vous tous qui étiez de l'autre côté de votre écran. Nous n'étions pas seuls, pour reprendre le mot de Corinne. On a pu échanger, c'était un vrai plaisir. D'ailleurs, je vais moi pouvoir après me plonger dans vos traces puisque grâce à notre outil Livestorm, on voit qui a suivi, pendant combien de temps le webinaire, et c'est aussi une transformation du métier de journaliste et d'animateur d'événements. Donc c'est aussi très stimulant. Je vous donne rendez-vous le 15 décembre pour le dernier webinaire Campus Matin et Newstank de l'année. Ce sera avec le réseau des INSPE et ça portera sur l'école inclusive. Donc voilà, on en a un petit peu parlé et on sera ravis de vous retrouver ou de retrouver vos collègues sur ces thématiques-là avant un riche programme pour 2021. Merci à tous. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.